Bonjour, donc moi c'est Elodie Ley-Nielzareg, je suis sémiologue, donc en fait je suis spécialisée dans l'analyse des signes. La sémiologie, c'est vrai que c'est une discipline universitaire qui n'est pas très connue, mais qui est en fait au bout de la linguistique. Eh bien, on a la possibilité de pouvoir analyser tout ce qui fait notre vie sociale, donc à la fois les signes gestuels, visuels, symboliques, tout type de signes qui participent à la communication. C'est ça mon métier. La question de l'avatar pose aussi la question d'un autre niveau de la communication non verbale qu'on n'a pas encore évoqué, qui est la dimension symbolique. La dimension symbolique dans la communication, c'est tous les artefacts, tout ce que je vais pouvoir utiliser pour mettre mon moi en scène, tout ce qui va concerner le soi. Et la manière dont il va être perçu par les autres. Donc ça peut être le tatouage, ça peut être le vêtement, l'uniforme, tous ces apparats qui permettent justement de raconter quelque chose de soi-même et de s'afficher, entre guillemets, vis-à-vis des autres. Et alors ce qui est très intéressant avec l'avatar, c'est que il est à la fois le prolongement de soi-même, c'est une sorte de double symbolique, et en même temps, il peut être complètement différent. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui jouent à des jeux vidéo et qui, par exemple, peuvent être d'un genre masculin et utiliser un avatar de genre féminin. Peuvent avoir les cheveux très lisses et puis leur avatar, il va avoir les cheveux tout pétants, roses, etc. Donc, ce qui est très intéressant, c'est cette espèce de double alternative ou en tous les cas de hiatus, de gap entre le moi de la réalité et puis le moi virtuel, où finalement le moi symbolique devient comme une version de soi-même améliorée, augmentée, en tous les cas voilà, un soi qui peut être à la fois perçu dans la durée, mais aussi juste le temps d'un échange ou le temps d'un combat. Ce qui est très pertinent en tous les cas, c'est de voir comment les enjeux anthropologiques de mise en scène du corps et du soi vont finalement être quasiment les mêmes, que ce soit en ligne ou que ce soit dans la réalité. Alors cette question, elle est fondamentale. Moi, je n'ai pas tous les outils pour y répondre parce qu'il y a aussi tout un cadre qui est le cadre légal, juridique. Mais ce que je trouve très intéressant, on évoquait cette dimension symbolique du moi en se disant mais finalement il y a quand même du lien, il peut y avoir du décalage dans les représentations, mais ça reste toujours un prolongement de soi-même. Et bien c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que la vie dans le métaverse va avoir les mêmes logiques, les mêmes câblages finalement que la vie dans la réalité. Je prends un exemple très concret, puisqu'on parle de cette question des cadres et des codes. Il y a eu la première plainte d'attouchement sexuel dans la version bêta-test du métaverse. Bon, bah, en même temps, ça paraît logique, entre guillemets, parce que les mêmes comportements qu'on trouve dans le réel, bah oui, vraisemblablement, dans le monde métaverse demain, même si ça ne va pas être tout à fait le même monde, les dynamiques comportementales, elles, vont être les mêmes. Donc, c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir ces univers-là comme des mondes de liberté totale, mais non, en fait, ça reste des mondes gérés par des comportements humains, par des visions humaines, et vraisemblablement, cela va imposer des cadres spécifiques. Alors, dès lors, on peut quand même se poser la question et se dire, bah oui, mais alors si c'est juste reproduire le même monde, quel est l'intérêt? Voilà, c'est une vaste question philosophique, mais voilà, c'est des vraies questions à se poser de jusqu'où on met le curseur, jusqu'où on est innovant dans un autre monde possible, qu'est-ce qu'on propose qui peut-être soit un peu différent. Est-ce qu'on va être sur des logiques aussi purement identitaires où chacun va pouvoir se construire sa propre identité, voire même être propriétaire de son lieu, ou est-ce qu'on part sur des visions plus globales, plus collectives d'un monde voilà, avec des communautés particulières, et est-ce que tout ce monde-là va vivre ensemble? Comment est-ce que ça va se construire? Est-ce que même, pour reprendre un terme très intéressant dans le point qu'on va sans doute aborder après, parce qu'il faut en parler, qui est la question de la postmodernité, est-ce qu'on va retrouver des tribus à l'intérieur du métaverse, puisque c'est déjà ce qu'on retrouve, alors certes d'un point de vue de l'espèce humaine et de l'anthropologie, mais ce qu'on retrouve vraiment d'un point de vue social, où voilà, aujourd'hui on voit plein de chapelles qui se dressent et plein de discours différents. Michel Maffesoli, le sociologue, nous rappelle qu'on n'est plus dans une vision verticale de la société, mais plus ça va aller, plus on est sur une vision horizontale. Et bien comment ces tribus
vont se construire. Est-ce qu'elles vont être totalement libres? Moi, j'en suis pas du tout certaine, mais l'avenir nous le dira. Mais vraisemblablement, il va quand même y avoir nécessité, ne serait-ce que pour l'exemple que je vous ai cité, d'y avoir un cadre légal et des codes de conduite spécifiques. Petit à petit, je l'évoquais à mi-mot, mais nous sommes en train de glisser d'air, c'est-à-dire que jusqu'ici, on était à l'époque des modernes, dans une rationalité, surtout au pays de Descartes, mais une rationalité qui est celle de la philosophie des Lumières. On est les héritiers aussi de cette vision du monde. Mais petit à petit, on est en train de glisser vers quelque chose qu'on peut appeler la postmodernité, à défaut de lui trouver un autre nom, un autre vocable. Cette postmodernité, c'est des repères qui sont complètement différents. On en parlait à l'instant, verticalité versus horizontalité, mais il y en a d'autres, et la question de l'authenticité aussi est un point assez important. Alors ça peut toujours être un peu surprenant, parce qu'on se dit, mais si c'est des mondes virtuels, si les rapports sont digitalisés, alors finalement ils ne sont pas authentiques. La question est plus complexe que cela. Il y a un penseur de la postmodernité qui était un visionnaire incroyable pour son époque, il y a 30 ans, Baudrillard, qui avait beaucoup écrit sur la société de consommation, nous disait déjà qu'il y avait une grande différence entre la dissimulation, c'est-à-dire la logique du menteur, et finalement la simulation, ce que moi j'appelle le bullshitter, parce que c'est un thème que j'ai beaucoup creusé, mais il nous explique bien que l'ère de la dissimulation, c'est possible quand on est dans cette logique rationnelle, cette philosophie des Lumières où on fait la différence entre le vrai et le faux, entre la vérité et le mensonge. Mais la simulation, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est quand finalement les signes parlent plus que le réel en lui-même. Et aujourd'hui, il suffit de regarder autour de nous-mêmes. On est branché en permanence sur Netflix, on est sur nos téléphones, même quand on est dans le métro ou dans le restaurant. J'en ai fait l'expérience pas plus tard qu'il y a quelques jours. J'étais la seule sur 5 personnes à ne pas regarder mon écran. Donc finalement, on est déjà dans cette ère de la simulation. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Ce qui est certain, c'est que, à mon avis, c'est innovant d'un point de vue des moyens techniques qu'on y met, mais c'est pas tant innovant d'un point de vue de nos moyens anthropologiques, parce que finalement, on a toujours l'impression que quand on est en interaction avec quelqu'un dans la même pièce, voilà, ou en train de boire un verre au restaurant, etc., on est là avec la personne. Mais c'est pas tout à fait juste. Souvent, on peut avoir des états mentaux où on se rappelle de souvenirs, et donc on voit même des gens qui sont tout seuls et qui sourient, tout simplement parce qu'ils se rappellent de choses. Donc en fait, on a plein d'états mentaux qui sont différents, à la fois dans le temps présent, dans l'interaction, à la fois dans des temporalités différentes, et maintenant, grâce à la technologie, dans des lieux différents. Donc je crois que la technologie ne fait que répondre à un besoin qui est primaire, mais ce qui est certain, c'est que c'est un des traits caractéristiques de cette postmodernité, où plus ça va aller, plus on va être dans cette simulation-là, et plus ça va nous nourrir, et peut-être plus on va en avoir besoin, même si c'est un besoin qui a toujours été présent. C'est vrai que sur la question de l'intelligence artificielle et de la manière dont la technologie se met en interaction par rapport à nous, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux. Alors ces différents niveaux-là, on peut un petit peu les organiser, en faire une typologie. Je m'inspire notamment des travaux de Jacques Fradin, qui a fondé l'Institut de neurocognitivisme, mais finalement, on peut voir qu'il y a un niveau qui est un niveau purement attentionnel, c'est-à-dire c'est cette course à l'attention, où on est à un niveau qui est quand même un petit peu reptilien. C'est juste effectivement choper le regard. Alors on voit des écrans qui s'allument dans le métro, voilà, sur Facebook il y a des vidéos aussi qui se mettent en mouvement, où on va mettre des femmes, j'allais dire à poil, je suis désolée, c'est un peu vulgaire, mais pour vendre des voitures, ça marche très très bien. Ça, les marketeurs l'ont compris depuis longtemps. Bon, bah ça, c'est un niveau, c'est purement attentionnel. C'est pour moi le niveau le plus basique, niveau reptilien. Il y a un autre niveau qui est un niveau grégaire, qui est plus celui anthropologique, lorsque la technologie modifie nos gestes et va être vécue vraiment comme le prolongement de nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est intéressant, vous regardez où sont usés les sièges de métro, ben c'est toujours en bas, c'est pas en haut. Pourquoi? Parce que finalement on est tous un peu voûtés, parce on regarde assez peu nos téléphones comme ça à la verticale, on a tendance à les regarder en bas. Donc là, la technologie vient carrément modifier notre ossature, et donc on a des positions du corps qui sont assez différentes. Ça, c'est le niveau un petit peu plus élevé. Et puis, il y a un autre niveau qui est plutôt émotionnel, qui est le fait d'avoir une IA qui soit capable de détecter les émotions, de dire, bah, tiens, l'interlocuteur, là, il est triste, il est content, etc. On fait des progrès là-dessus. Il reste encore beaucoup de progrès à faire, parce que certes, il y a 7 émotions universelles,
mais il y a des émotions aussi qui sont plus complexes, composites, et donc il y a plusieurs types d'émotions. Et donc on n'est pas encore au stade où l'intelligence artificielle et la technologie, certes elle peut décoder, encore qu'aujourd'hui elle ne le fait pas très bien, mais on n'est pas encore au moment où elle arrive à s'adapter et avoir une réponse émotionnelle tout à fait juste. Même si je ne doute pas que ce niveau-là va arriver. Enfin, il y a le dernier niveau, et puis c'est peut-être ce niveau-là qu'on retrouve dans le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est une intelligence artificielle qui soit capable d'être autonome et d'avoir un discours, ce qu'on appelle un métadiscours, c'est-à-dire effectivement un discours en hauteur, un discours sur son propre discours. Et donc là, on est pratiquement sur une intelligence artificielle philosophique qui serait capable de penser en toute autonomie. Si c'est un thème qui vous intéresse, la série The Westworld analyse ça de manière très intéressante en reprenant la théorie de William James sur la pensée bicamérale ou bicamérique, ça dépend comment on l'a traduit, mais qui vraiment s'interroge sur qu'est-ce que ça donnerait une intelligence artificielle autonome. Il a repris les textes d'Ovide où finalement il a posé l'hypothèse selon laquelle ce que les héros entendaient, en fait, Achille, quand il entend la colère et aussi la colère des dieux, eh bien, en fait, il n'est pas encore conscient que c'est son cerveau qui lui parle, c'est sa propre conscience. Eh bien, William James, dit, finalement, la suite de l'évolution, c'est d'avoir des intelligences artificielles qui ne savent pas encore qu'elles sont autonomes, mais qui, demain, ça se trouve, entendront leur propre codage, leur propre voix, et du coup, deviendront quasiment humaines là-dessus. Mais ça, voilà, on n'y est pas tout de suite, c'est un petit peu de la science-fiction, quoi. En fait, c'est vrai que animer à distance pendant la pandémie, ça a été un vrai challenge, ça n'a pas été si facile, et notamment parce que la digitalisation des rapports humains fait qu'il y a eu un impact dans la manière dont on interagissait les uns avec les autres. Évidemment, il y a toutes ces dimensions qu'on oublie souvent quand on communique les uns avec les autres, toutes ces dimensions de la communication non verbale. On peut parler de ce qui se situe par exemple à un niveau infralinguistique, c'est tout ce qui est de l'ordre du physiologique, la transpiration. C'est vrai que là, bon, ça va, on est en fin de matinée, j'ai pas trop transpiré, mais à la fin de la journée, voilà, normalement, si on était dans la même salle, eh bien, il y aurait des phéromones qui se baladeraient comme ça, et puis malgré moi, j'enverrais de l'information. Ça, à distance, il n'y a plus du tout ce type d'information-là. Le fait de rosir aussi, de rougir, la dilatation des pupilles, c'est des choses qu'on observe beaucoup moins aisément, voire pas du tout. À distance, ça devient très très compliqué. Il y a tout aussi la dimension kinésique, c'est-à-dire que là, il y a effectivement un certain cadrage. On voit pas forcément mes jambes, peut-être que je suis en train de faire des mouvements particuliers, peut-être que je suis en train de m'impatienter, ou peut-être pas du tout, ou peut-être qu'elles sont juste croisées. Mais tout ça, c'est des informations qu'on n'a plus, alors même qu'on a une partie de notre cerveau qui est très friande de ça. Moi, je les cite toujours, ces travaux de Daniel Kahneman, qui a eu le prix Nobel en 2002, pour ses travaux sur justement les biais aussi de cognition et les prises de décision, où il nous raconte bien que notre cerveau a deux systèmes, système 1, système 2, thinking fast and slow, donc voilà, un système qui est très rapide, instinctif, qui est très friand de toute cette communication non verbale, et puis un système 2 qui est plus lent, plus rationnel. Et en définitive, dans toutes ces dimensions de la communication non verbale, on peut parler d'autres choses aussi, on peut parler des expressions faciales. Alors c'est vrai que quand on est à distance, on peut quand même avoir accès à ces expressions-là parce que généralement, quand on a une bonne définition de caméra, ça reste des choses qui restent visibles. Quand on porte le masque, par contre, là, c'est plus du tout visible. Il y a aussi toute la dimension qu'on appelle proxémique, qui est l'analyse de la distance entre les individus. Quand on est dans une même pièce, eh bien, de manière inconsciente, pour notre système 1, alors on va presque dire même de manière non consciente, parce que je ne veux pas rentrer dans la théorie freudienne, mais bien au niveau de ce que Kahneman nous démontre, qui est que ce système 1-là fait que quand on est tous ensemble d'un point de vue grégaire dans une même pièce, il y a forcément des petits combats de coqs, c'est normal, il y a ceux qui s'affirment, ceux qui se mettent en retrait, etc. Tout ça, c'est de l'analyse aussi de territoire, la territorialité des individus. Quand on est chacun à distance et dans nos environnements à nous, eh bien, il n'y a pas besoin finalement d'être dans la démonstration et dans des prises de pouvoir, donc ça vient aussi forcément modifier la manière dont on se positionne. Donc tout ça fait que normalement c'est de la matière pour une partie de notre cerveau qui prend plaisir à décoder tout ça, mais il le fait aussi pour avoir de l'information.
connaître l'état d'esprit de son interlocuteur, les intentions, et tout ça c'est du décodage qu'on a en moins. Et c'est vrai que la grande erreur entre guillemets qu'on a pu faire durant cette pandémie, et ça c'est Dominique Volton qui nous le rappelle, informer n'est pas communiquer, c'est-à-dire que l'information digitalisée c'est excellent. Juste transmettre un changement de réunion, au lieu que ça se passe à 9h, ça se passe à 11h, on envoie un mail et c'est parfait, tout le monde a l'information. Mais communiquer, c'est autre chose. C'est toutes ces dimensions qu'on vient d'évoquer, toute cette chaleur humaine qui est mise autour de cette ossature qu'est l'information. Mais la chair, c'est bien ça, c'est la communication. Et c'est vrai que là, le digital, on commence, là, on débute, il y a des choses qui commencent à se faire, mais là, pendant la pandémie, on a cru que ça allait être satisfaisant et suffisant, et on se rend compte que, non, effectivement, un Zoom, c'est très fatigant, parce que notre cerveau, comme il n'a pas cette data-là, il n'a pas cette information-là, en fait, c'est lui qui comble les trous, et qui reproduit l'information en permanence à travers ses propres biais d'ailleurs, et tout ça, c'est très très fatigant, on n'est pas habitué à ça. Alors c'est vrai que sur les logiques d'attention, je crois qu'il y a deux choses qui sont vraiment pertinentes. En tous les cas, moi je le dis d'un point de vue de cette dynamique-là, du comportemental, du body language, c'est notamment le fait de rendre les gens actifs, de les rendre participatifs. Parce que le problème, c'est que quand on est tout seul derrière sa caméra et qu'on entend quelqu'un, eh bien effectivement, on a tendance à se pacifier. On reste en retrait et puis juste on reçoit. Et c'est là où ça peut être un peu plus compliqué si notamment le contenu est un peu soporifique. L'idée justement c'est de rendre actif, donc il y a des outils assez sympas, le fait d'avoir des sondages, des votes, enfin tout ce qui fait qu'à un moment donné le locuteur se sent investi dans le discours qui est émis, et puis bien sûr le fait de rendre visibles les émotions, parce que là on parlait de la digitalisation de la communication. Le fait qu'on informe, et on est très bon pour informer, mais on est un petit peu moins bon pour communiquer via le digital, et bien tout ce qui permet d'accentuer l'état d'esprit, les émoticônes, le fait d'utiliser de la ponctuation, tout ce qui va mettre de la chaleur à de l'écrit, à du digital, est plutôt le bienvenu, parce que justement ça va permettre de réchauffer et de rendre davantage lisible ce qui est sinon indécodable pour notre cerveau, à savoir les intentions et cet état d'esprit. Effectivement, le fait d'avoir vécu cette pandémie, il y a eu des changements. Et ces changements-là, ce sont des changements à la fois comportementaux, incarnés, et qu'on retrouve même dans notre gestuelle, parce que demain on va pas de sitôt peut-être se resserrer la main ou refaire la bise à des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'avant, assez facilement, même une personne qu'on ne connaissait pas, elle venait pour nous faire la bise. Bon là j'ai l'impression que la bise va peut-être être réintroduite, mais pour des gens dans un microcosme ou des gens qui sont proches de nous. Donc évidemment, il y a eu des changements comportementaux. Le fait d'être à distance, on l'a vu, fait que ça vient modifier beaucoup d'informations qu'on ne va pas forcément recevoir d'ailleurs, donc pas forcément pouvoir décrypter. Donc c'est ça aussi qui est fatigant. Effectivement, il y a beaucoup d'études qui montrent que le déficit d'attention vient aussi du fait qu'on ne se regarde pas bien droit dans les yeux, parce qu'il suffit que la caméra soit pas positionnée au bon endroit, et donc ça de suite ça devient de suite difficile. Oui, il va y avoir un impact dans la durée de toutes ces choses-là. Maintenant, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal ? Ça n'est pas de l'ordre du linguiste d'avoir une réponse morale sur cette question-là. Est-ce que ça va durer ? Vraisemblablement. Moi, je pense qu'on a basculé, et on a basculé dans cette post-modernité. Il se trouve qu'il y a une espèce de concordance des temps qui fait que, de toute façon, il y avait certains items qui étaient déjà présents, l'horizontalisation, les réseaux sociaux, toutes ces dimensions-là vont se mettre en place un petit peu plus rapidement. Simplement, c'était déjà présent. Là, la pandémie a joué le rôle d'un accélérateur, d'un catalyseur, mais sur des structures qui étaient déjà présentes. Donc il suffit aussi de lire les ouvrages de Harari pour
se convaincre que l'avenir de l'homme, effectivement, de toute façon, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la robotique et du transhumanisme. Alors après, est-ce qu'on adhère ou pas à ces projets? Ça, c'est une autre question, et elle est peut-être moins linguistique, elle est plus philosophique et morale, cette question-là. Mais il y a une continuité sur des lignes qui sont tracées depuis un certain nombre de décennies déjà.